Qui? Non, c'est... Qui? Qui manque? Ah ben elle va arriver. Ouais. Guillaume, c'est bon? Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Avant de débuter ce conseil municipal, je vous propose d'observer une minute de silence en hommage à M. Olivier Fréjac, maire de la commune de Pérols-en-Provence, décédé ce matin subitement à l'âge de 61 ans. Merci. Je vous remercie. Vincent. Monsieur Vincent Boutaille, merci de procéder à l'appel. Bonsoir à toutes et à tous, merci Monsieur le maire. Monsieur Hervé Granier. Présent. Monsieur Antonio Mujica. Présent. Madame Sandrine Zunino. Présente. Monsieur Alain Justy. Présent. Monsieur Arnaud Mazy. Présent. Monsieur Pascal Nalin. Présent. Madame Valérie Sana. Procuration. Monsieur Jean-François Garcia. Présent. Madame Noura Arabe. Présente. Madame Magali Sel. Présente. Madame Sophie Kouki-Gilas. Madame Danielle Chabot. Monsieur Gérard Giordano. Monsieur Kuderdif. Monsieur Michel Marastoni. Madame Corinne Donorio Dimeo. Monsieur Claude Dupin. Madame Valérie Ferrini qui va arriver. Monsieur Kamel Bellarbi. Moi-même. Madame Sylvia Paulet. Madame Claire Campodonico. Monsieur Claude Jorda. Madame Samia Gamesh. Madame Joanne Guindini-Souche. Madame Pamela Ponsard. Monsieur Jimmy Bessé. Monsieur Jean-Marc Lapiana. Présent. Madame Marie-Christine Richard. Présente. Monsieur Guy Porcedo. Procuration. Madame Patricia Sprea. Monsieur Laurent Dehé. Monsieur Bruno Prioré. Madame Kafia Bensadi. Et Madame Fouzia Boukerch. Merci beaucoup. Monsieur le maire, l'appel est terminé. Merci, Monsieur Boutaille. Je souhaitais vous présenter Asmik. Asmik, tu veux bien te lever, s'il te plaît? Merci. Donc, Asmik est une jeune étudiante de l'UFAR, l'université franco-arménienne, qui se situe à Yerevan. Et elle est avec nous pendant 1 mois et demi, jusqu'au 2 mai. C'est le 2 mai, c'est ça? 6 mai, pardon, excusez-moi. Jusqu'au 6 mai. Deuxième information, la délégation arménienne viendra sur Gardanne du 4 au 11 juin. Et on vous donnera un petit peu plus de détails et on adaptera les visites qui devront être faites sur Gardanne. Je vous informe que nous n'avons pas réceptionné de questions écrites des élus dans le délai réglementaire. Il est donc 18h40, la séance est ouverte. Avant de traiter l'ordre du jour de ce conseil, je souhaite évoquer 2 sujets en propos liminaires. Concernant la maison départementale de la solidarité de Gardanne, qui a été inaugurée ce jour en présence de la présidente Mme Martine Vassal au puits Yvon Moranda. Cette installation s'est faite grâce à l'implication de la commune dans le dossier auprès d'Eiffage, le constructeur. Cette structure informe, oriente et apporte une aide ponctuelle ou durable, adaptée à la situation personnelle de chacun.
Elle apporte un soutien de proximité aux familles, aux enfants et aux jeunes, accompagne les personnes âgées en situation de dépendance et les personnes en situation de handicap pour les aider à retrouver ou développer leur autonomie de vie. Aide à l'insertion sociale et professionnelle les personnes en difficulté. Chaque maison de la solidarité s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de professionnels, assistantes sociales, éducateurs, conseillers, infirmiers, médecins, qui analysent les besoins du public afin de leur proposer une aide ou un accompagnement personnalisé et adapté. Elle intervient dans différents domaines comme la protection de l'enfance, l'insertion sociale et professionnelle, la lutte contre les exclusions, l'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, la lutte contre les violences et les maltraitances. Cette inauguration s'est déroulée donc ce matin. Le personnel était très heureux de pouvoir travailler maintenant dans des conditions qui soient dignes de leur profession. Deuxième propos concernant la gendarmerie de Gardanne et la police municipale. Messieurs les gendarmes, messieurs les policiers municipaux, je souhaitais vous exprimer une fois de plus ma profonde reconnaissance envers ceux qui, chaque jour, veillent sur notre sécurité. Dans l'exercice de leur mission, ils font preuve d'un engagement sans faille, d'un courage exemplaire et d'un sens du devoir qui force l'admiration. De jour comme de nuit, par tous les temps, ils assurent la protection de nos concitoyens, préservent l'ordre public et interviennent souvent dans des situations difficiles, parfois périlleuses. Leur présence sur le terrain est un pilier essentiel de notre tranquillité. Par leur vigilance, ils préviennent les infractions. Par leur proximité, ils rassurent la population et par leur réactivité, ils apportent secours et assistance à ceux qui en ont besoin. Nous savons que leur métier n'est pas de tout repos. Il exige discipline, rigueur et parfois même de grands sacrifices. Mais grâce à leur professionnalisme et leur détermination, ils garantissent la paix et la sécurité de nos villes et de nos campagnes. Les gendarmes et les policiers municipaux ont récemment interpellé des vendeurs de produits stupéfiants sur la commune de Gardanne en quantité très importante. Je pense qu'au nom de nous tous, nous tenons à saluer leur dévouement et à leur assurer du soutien indéfectible de notre collectivité. Nous sommes fiers d'eux, fiers de pouvoir compter sur des hommes et des femmes de valeur, prêts à servir avec honneur et intégrité. Je tiens aussi à porter à votre connaissance qu'à la demande de l'eurodéputé Grégory Allione, j'ai signé comme 250 autres collègues maires la pétition visant à légiférer sur le narcotrafic. La liste des décisions appelle-t-elle à des observations? Monsieur Lapiana. Juste oui. Une précision oui. Sur ce que... Bonsoir. Bonsoir. Sur ce que vous venez de dire. L'inauguration, je ne sais pas si vous avez été convié, mais on n'était pas au courant. C'est normal? Alors c'est le département qui a organisé cette inauguration. Enfin, c'est le département qui organise sur la ville de Gardanne, que je sache. Absolument. Vous êtes ami avec Martine Vassal. C'est vrai qu'elle aurait pu vous inviter, monsieur. Ah, ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de protocole. Ouais. C'est-à-dire, on est des élus de la commune. Et donc, s'il y a des inaugurations de ce type-là, je trouve logique qu'on soit invité. Voilà, si j'y avais pensé, je l'aurais fait, monsieur. Eh oui, mais vous n'y avez pas pensé. Manifestement, je n'y ai pas pensé, vous n'étiez pas là. La liste de décisions appelle-t-elle à des observations? Madame Patricia Sprea. Bonsoir à tous. Donc, en ce qui concerne la signature du protocole DGS, nous souhaiterions avoir plus de détails. Pourriez-vous nous donner la date exacte de son départ? Quelles sont les raisons de ce protocole? Quel sera le coût pour la collectivité? Et depuis son départ, qui la remplace? J'en parlerai à la fin, Madame Asprea. Monsieur Jorda. Alors j'avais la même remarque que M. Lapiana par rapport à l'MDS. Ça serait très bien d'envisager d'y aller sur place. Moi, personnellement, je connais un petit peu le fonctionnement des MDS, mais ça serait bien, effectivement, c'est quand même une installation importante pour le département, mais pour les villes où elle se trouve. Donc je pense que ça peut être bien, non pas de refaire une inauguration, mais peut-être qu'il y ait une journée découverte de ces lieux et information sur ce que c'est une MDS. Voilà, Alors, mardi prochain, il y a l'inauguration des locaux Eiffage. Ce que je vous propose, je vous donnerai l'heure. Et le cas échéant, vous pourriez venir et visiter aussi les locaux. Et très honnêtement, je suis très sincère quand je le dis, je n'y ai pas pensé. Voilà. Et effectivement, il aurait été bien que tout le monde soit informé. Mais bon, voilà. C'est fait. Donc mardi, je vous donnerai Alors, je vais vous la donner maintenant parce que... Alors, je vais vous la préciser. Donc, c'est mardi prochain, c'est sûr. Nous serons le 1er avril.
D'accord. Donc c'est l'inauguration du programme Eiffage au pôle Moranda, donc à 11h30, et on profitera, j'informerai la direction de la MDS de votre présence pour vous faire visiter les locaux. D'autres, enfin, des observations sur... Oui, oui, allez-y, monsieur Jourda. Le point 18, acceptation d'un don matériel. Oui. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ce don matériel, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'un conteneur qui a été destiné à l'école le Terril Bleu à Biver pour y placer le matériel vélo, équipement, etc. Je me tairai sur le nom du donateur parce qu'il ne souhaite pas être connu. Mais si vous voulez, je pourrais vous le dire après. Non, c'est pas le nom qui m'intéressait, c'était... C'est un gros conteneur. C'est un gros conteneur maritime qui permet de placer tous les vélos, etc. Dans l'école. Encore une question. Oui, bien sûr. Alors là, ça porte sur 4 points, vous vous en doutez, c'est le 19, 20, 21, 22. Donc vous nous annoncez à nouveau donc, 4 restés en justice. Ouais, chaque fois je pose la même question, excusez-moi. Oui. 1 devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et 3 devant le tribunal administratif de Marseille. Alors est-ce qu'on peut avoir des précisions sur leur objet? Et surtout, ne voyez surtout pas, Madame Zunino, une volonté de remettre en cause le droit à la justice pour tous, y compris pour la collectivité. Vous aviez fait cette réponse lors d'un prochain conseil municipal. Je partage avec vous cette volonté, effectivement, que le droit de chacun et chacune soit respecté, y compris donc des collectivités. Donc, il n'est pas question de remettre en cause ce droit-là. Mais au moins comme ça fait 4 quand même ST en justice de plus. Alors, est-ce qu'on peut connaître, ou est-ce qu'on pourrait connaître un jour une évaluation, pas ce soir peut-être, des frais engagés par notre collectivité dans ce domaine, peut-être dans la présentation du budget, voilà, avoir une idée d'une enveloppe par rapport à ça. Merci. Alors là, ça apparaît. Alors, on répondra à la dernière question. Ça apparaît normalement dans le budget, mais on vous le donnera, bien évidemment. Monsieur Mazier, sur le fond du sujet, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur le maire. En ce qui se concerne la numéro 19, alors sur ça, monsieur Justi pourra apporter plus de précision. En fait, il s'agit d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et en fait, c'est le jugement qui a été rendu par le juge sur la valeur du bien exproprié et sur lequel il y a un désaccord. Et donc, c'est pour ça que la ville fait appel sur la valeur du bien. Voilà. Donc, c'est le deuxième volet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Après la procédure administrative, c'est la procédure judiciaire. La deuxième, la numéro 20, alors ça, c'est un vieux contentieux concernant une décision en matière d'urbanisme qui date de 2015. Voilà. Le troisième, ça concerne une demande indemnitaire d'un agent qui a été déposée devant le tribunal administratif de Marseille. Et la dernière, c'est une demande un peu étonnante d'une société qui se situe au pôle Yvon Moranda et qui en fait demande à être indemnisée parce qu'il y a eu, il y a quelques mois de ça, des gens du voyage qui se sont installés au pôle Moranda et elle estime avoir subi un préjudice en raison de ça. Or, comme vous le savez, la compétence en matière d'accueil des gens du voyage ne relève pas de la commune, mais relève de la métropole, qui est chargée de l'organisation du schéma d'accueil pour installer au sein de la métropole les aires d'accueil de passage, comme on dit. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui, in fine, ne concernera pas la commune, mais plutôt la métropole. Merci, monsieur le maire. Oui, monsieur Lapiana. Justement, sur cette question des aires d'accueil, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu sur la commune, puisqu'il y avait eu des discussions à un certain moment, des négociations avec la métropole? Est-ce qu'il y a un espace qui est prévu pour l'accueil sur notre commune? Effectivement, c'était le souhait de l'ancienne municipalité d'installer les gens du voyage en face de Altéo, au Molx exactement, oui. Vous ne l'aviez pas mis dans votre programme politique, je ne sais pas pourquoi. Mais effectivement, c'était prévu. Quand je suis arrivé, nous n'avons pas trouvé opportun de les installer ici. Donc on a fait un rétropédalage avec la métropole et on est toujours sur l'idée de trouver un terrain qui soit en adéquation avec le fait qu'ils puissent arriver parce qu'on peut les accueillir. À cet effet, vous aurez bientôt une information sur les grands passages. On appelle ça les grands passages. On a conventionné avec le préfet, le sous-préfet Cassette, et on vous donnera plus de précisions sur ça lors du prochain conseil municipal sur le passage des gens du voyage. Il
Y a-t-il d'autres observations? Très bien. À l'ordre du jour, administration générale, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 février 2025. Y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, nous passons au vote. Qui est pour? À l'unanimité. Excusez-moi, j'ai oublié la petite feuille là. J'ai oublié de vous parler de cette petite feuille que vous avez sur la table. En fait, elle permet donc à notre administration d'avoir une lisibilité et de faire en sorte qu'elle ne soit pas non plus trop obligée de tourner la tête à droite, à gauche. Donc à chaque fois qu'il y a des approbations, vous êtes pour ou contre, il y aura sur le débat d'orientation budgétaire, ce n'est pas soumis au vote, mais on marquera, prend acte du rapport, et idem pour la CRC. Pareil, voilà. C'est pour faciliter l'administration dans la comptabilité des votes ou des approbations. Je vous remercie, dans la mesure du possible, si vous y pensez, à l'inscrire. Point numéro 2, débat sur les orientations budgétaires 2025. Rapporteur, Madame Zinino, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Alors en effet, nous sommes réunis ce soir pour débattre des orientations budgétaires 2025, en vue du vote du budget primitif qui aura lieu au conseil municipal du 10 avril. À l'appui de ce débat, il a été établi un rapport dont je vais vous faire la synthèse et pour lequel les conseillers municipaux ont tous reçu un exemplaire. Tout d'abord, un élément de contexte, à la fois au niveau international, avec le conflit qui perdure en Ukraine, le conflit du Moyen-Orient, des répercussions économiques, et au niveau national, avec une inflation qui tourne aux alentours des 1,4%, la crise énergétique qui perdure dans le temps, même si les perspectives 2025 laissent présager une baisse du coût de l'énergie, mais en même temps une hausse des taxes. Et aussi, au niveau encore national, une loi de finances qui a été votée tardivement, avec des mesures qui impactent directement notre commune. Ainsi, donc, la loi de finances 2025-127 du 14 février 2025, qui a été publiée au JO du 15 février 2025, prône plusieurs mesures en matière de finances locales. Tout d'abord, la mise en place d'un fonds de réserve et d'ILICO. Donc, d'ILICO est l'abréviation d'un dispositif de lissage pour les collectivités territoriales afin de contribuer au déficit public. Il y a aussi un gel des fractions de TVA qui coûtera 1,2 milliard d'euros de manque à gagner pour les collectivités. En matière de fiscalité, la modification des seuils de franchise de TVA. En matière de dotation qui nous intéresse le plus, la DGF sera finalement revalorisée de 150 millions d'euros, mais au travers d'une minoration des crédits de dotation au soutien d'investissement local du DSIL. Cette augmentation étant plus faible que l'inflation prévue, il s'agit donc d'une baisse du volume de la DGF. La dotation d'équipement des territoires ruraux est quant à elle maintenue, mais Gardanne n'y est pas concernée. Le dispositif du fonds vert est lui largement amputé. Il faudra compter sur une baisse drastique qui passe de 2,5 milliards à 1,15 milliard d'euros. En matière de dotation et de compensation de taxes professionnelles, il est également prévu une baisse significative de cette dotation. Enfin, en matière de fonction publique, et par décret, la cotisation à la CNRACL est augmentée et pèsera lourdement sur le budget des collectivités territoriales avec une augmentation de 3 points. Une fois ce contexte établi, je vais vous présenter les orientations budgétaires 2025 et au préalable, un exposé de la situation financière de la collectivité au terme de l'exécution 2024. Donc l'analyse financière 2020-2024 permet de faire le bilan suivant, pour lequel donc, on va constater les principaux éléments. 2024 fut une année, encore une fois, avec un contexte économique difficile, une inflation, un fort coût de l'énergie. Mais néanmoins, la commune a su contenir ses charges de fonctionnement et afficher une baisse de 3,7%. Ainsi, les charges réelles de fonctionnement ont diminué, tandis que les produits réels de fonctionnement augmentent légèrement en 2024.
Précisément, donc, sur ces charges réelles de fonctionnement, donc de moins 3,7%, c'est dû essentiellement à la baisse des charges financières qui reviennent à un niveau modéré du fait du remboursement de l'emprunt toxique qui a été opéré en 2023 et à une légère baisse sur les fluides, mais qui pèse toujours de manière très élevée sur le budget de fonctionnement. Les charges de personnel sont contenues en 2024, après une forte hausse sur les périodes 2017-2021. L'augmentation en 2024 est seulement de 1,68%, compte tenu des éléments et des mesures gouvernementales qui ont eu lieu sur 2024. À ce jour, le poids des dépenses du personnel pèse toujours pour un ratio de 70%. Pour rappel, en début de mandat, il était à 75%. Les produits réels de fonctionnement qui progressent de 0,86% par rapport à 2023 en raison des ressources fiscales qui sont liées à l'augmentation des bases locatives qui avait été prévue par la loi de finances 2024 avec une augmentation de 3,90%, ce qui a permis à la collectivité d'avoir une progression de ses recettes fiscales sans pour autant avoir augmenté le taux de ses impôts locaux. Un ratio assez important à vérifier est le ratio de rigidité. Celui-ci s'améliore, mais il reste encore significatif et place la commune sur ce qu'on appelle le dernier décile, c'est-à-dire au sein des 10% de communes ayant le ratio de rigidité le plus dégradé. Compte tenu ainsi de la progression des recettes réelles et des dépenses réelles qui sont légèrement en diminution, l'épargne brute de la commune, appelée CAF, passe ainsi de 832 000 € en 2023 à 2 506 € en 2024, retrouvant ainsi son niveau de 2022. La capacité d'autofinancement net qui participe au financement des investissements est donc de nouveau positive. La commune retrouve... Pardon ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ben, vous m'avez compris. Donc. Merci. Merci pour le... Merci. Oui. Absolument. Oui. Surtout que c'est à notre avantage, donc vous faites bien de rectifier. Merci. La commune retrouve ainsi une marge d'autofinancement. Les dépenses d'équipement ont presque doublé en 2024. En 2024, la commune n'a pas mobilisé d'emprunt. Du coup, en 31 décembre 2024, la commune dispose d'un encours de 4 490 452 €, ce qui représente un encours de dette de 209 € par habitant contre 976 à l'échelle nationale. La capacité de désendettement de la commune diminue donc fortement, avec un ratio de 1,79 années. Donc c'est le nombre d'années que mettrait la commune à rembourser sa dette si elle utilisait la totalité de ses ressources. La commune préserve ainsi un fonds de roulement et une trésorerie importante. Et il n'est pas constaté en fin d'année un besoin en fonds de roulement qui traduit donc le décalage de trésorerie en fin d'exercice entre les créances et les dettes. En conclusion, la santé financière de la commune de Gardanne s'améliore en 2024 par rapport à l'année précédente. Elle retrouve ainsi une épargne brute, ratio le plus important à regarder et garant des équilibres budgétaires. Les orientations budgétaires 2025 de la collectivité. Le budget 2025 de la commune est toujours marqué par un contexte financier contraint, auquel s'ajoute un contexte national instable et une loi de finances qui a été votée tardivement. La trajectoire financière établie par le mandat s'attache à faire preuve d'une gestion exigeante et rigoureuse, mêlant sincérité budgétaire et prudence. Cette politique financière doit ainsi permettre d'asseoir les engagements de la municipalité et de concrétiser ses priorités, avec le souci permanent de recherche d'efficience dans la dépense publique et de préservation et l'amélioration permanente du cadre de vie, ainsi que du service public de proximité. Ainsi, donc, la commune a effectué des efforts pour constituer une épargne brute suffisante pour faire face à d'éventuels imprévus, mais surtout pour financer un programme d'investissement ambitieux et particulièrement important en 2025. Le budget 2025 se caractérise par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, en limitant l'augmentation des charges à hauteur de l'inflation et d'une gestion responsable des dépenses de personnel, un maintien des tarifs publics et un maintien des taux d'imposition locaux, et la réalisation d'investissements conséquents.
Des investissements importants se concrétisent avec la livraison de plusieurs équipements, comme la plateforme jeunesse et le cinéma. D'autres projets importants sont également en cours, comme les travaux de construction du centre de loisirs, le relais petite enfance, la maison du bel âge, pour lequel la commune met à disposition des locaux, le foyer des seniors à Bivers, la rénovation de la place centrale de Bivers et d'autres voiries et aménagements d'espaces publics. Enfin, face à l'enjeu de la transition énergétique, la commune poursuit ses travaux de rénovation thermique et de rénovation d'éclairage public. Afin de réaliser ce programme d'investissement, la commune fait les efforts nécessaires pour augmenter sa capacité d'autofinancement dans un contexte chaque année difficile. Elle a également amélioré son travail de recherche de financement qui a porté ses fruits. En 2025, la commune envisage de recourir à l'emprunt selon l'avancée des travaux. Précisément, donc je vais vous présenter l'essentiel des éléments qui feront l'objet de notre budget primitif 2025. Tout d'abord, en matière de fonctionnement. Sur les recettes de fonctionnement, elles sont prévues à hauteur de 38,7 millions d'euros en 2025, avec encore des incertitudes sur les dotations de l'État et les recettes fiscales. Compte tenu du vote tardif de la loi, la commune n'a pas les éléments encore notifiés dans la construction de son budget primitif. Donc en 2025, il est important de souligner que la commune maintient ses taux sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. La revalorisation des bases est prévue en 2025 à hauteur de 1,7%, ce qui aurait dû permettre à la commune d'avoir une légère augmentation du produit de fiscalité attendu. Mais malheureusement, nous faisons face à une mauvaise nouvelle, comme j'ai pu présenter tout à l'heure très brièvement sur les éléments de la loi de finances. La commune de Gardanne serait donc éligible à la contribution au redressement des comptes de l'État au travers du dispositif d'ILICO, donc le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales. Ce dispositif est calculé donc par l'État compte tenu de nos ratios, notamment de potentiel financier. Et la commune de Gardanne serait contributrice par un prélèvement sur sa fiscalité. Donc à ce jour, nous n'avons pas non plus de notification. Il y a seulement des premiers éléments qui sont sortis et des listes de communes et EPCI et autres collectivités, puisque les départements et les régions sont aussi concernés, éligibles donc à ce dispositif. Donc on en ferait partie. Il est estimé à 139 000 euros. Donc, par principe de prudence, nous avons tout d'abord travaillé sur une revalorisation du produit fiscal à hauteur de 1,7%, pour lequel ensuite nous avons déduit ce prélèvement fiscal à 139 000 euros dans l'attente d'avancées plus significatives sur cette contribution. Donc, ces recettes fiscales sont prévues au BP 2025 à hauteur de 13,2 millions d'euros. Pour rappel, en 2024, nous avons perçu 13,1 millions d'euros. Concernant les autres recettes fiscales, le Fonds national de garantie individuelle des ressources qui vise à compenser les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale est quant à lui reconduit depuis plusieurs années et il est donc maintenu à hauteur de 7,4 millions d'euros donc en 2025. La taxe sur la consommation finale d'électricité et la taxe sur la publicité extérieure du TLPE sont prévues à la baisse, alors que d'autres taxes sont prévues de manière stable par rapport à l'année précédente, à 2024, notamment pour la taxe sur les pylônes électriques et sur les droits de place. Les droits de mutation liés aux transactions immobilières sont reconduits en 2025 à hauteur de 850 000 euros. En matière de fiscalité de la métropole, donc nous percevons toujours l'attribution de compensation de la métropole qui, compte tenu des transferts de compétences qui a eu lieu et des nouvelles compétences restituées à la commune, notamment le service extérieur de lutte contre l'incendie et les parcs air de stationnement, l'attribution de compensation est comme l'année précédente à hauteur de 4 484 223 euros. Par contre, depuis l'année dernière, la métropole a délibéré sur le versement des dotations de solidarité communautaire aux communes. Et pour 2025, nous avons déjà la notification de ce versement qui est à hauteur de 256 916 euros en 2025. Quant au FPIC, qui est un fonds de péréquation intercommunale, celui-ci est assez difficile à évaluer. Il diminue d'année en année. Nous sommes à la fois bénéficiaires et contributeurs. Pour la partie recettes, il est estimé en 2025 en baisse à hauteur de 187 000 euros.
En matière de dotation et de l'État, comme je l'ai pu l'évoquer en un propos introductif, nous n'avons pas encore de visibilité sur les dotations, donc nous avons, par principe de prudence, reconduit le niveau de la DGF de l'année dernière, ne sachant pas estimer le montant éventuel d'une baisse, et la DSU de même niveau également, alors que tout laisse à penser que depuis plusieurs années, la DSU augmente. Donc à ce stade, nous n'avons pas répercuté ni de hausse ni de baisse pour ces deux dotations, et des notifications, nous ajusterons donc les recettes en fonction des éléments notifiés. Par contre, un des éléments pour lequel nous avons déjà l'information par la loi de finances est le fait que notre dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, qui avait déjà diminué en 2024, est encore prévue une nouvelle fois en 2025 à la baisse, et elle passe de 3,8 millions à 3,6 millions en 2025. Les participations de nos partenaires sont quant à eux stables. Les produits des services, donc qui est l'application de nos tarifs publics sur nos services, qui sont dans le domaine de l'enfance, la culture, sport, ainsi que les loyers perçus, sont estimés à 2,8 millions d'euros, dont l'essentiel est les redevances perçues au titre du périscolaire et de la restauration scolaire, ainsi que le portage de repas. Voilà pour les recettes. En matière de dépenses, du coup, les dépenses réelles de fonctionnement sont prévues du coup en 2025 en baisse, à hauteur de 37,5 millions d'euros. Elles se répartissent tout d'abord sur les charges à caractère général, donc les dépenses de fonctionnement courant des services. Avant d'aborder les perspectives 2025, il est important de regarder la situation au 31 décembre 2024. Au 31 décembre 2024, ces éléments seront bien sûr plus longuement détaillés lors du vote du compte administratif 2024, donc sur la séance du Conseil municipal d'avril 2025. Dans tous les cas, je vous apporte déjà les éléments de volume global. Au 31 décembre 2024, nous avons exécuté 7 493 191 euros. Et sur ce 7,4 millions, vous avez la part des fluides qui est encore assez élevée, qui représente 44% donc de ce budget-là, à hauteur de 3,3 millions d'euros. Donc on peut constater que les dépenses des fluides ont doublé depuis l'année 2020, puisque en 2020, ils étaient à hauteur seulement de 1,7 million d'euros, et ils ont eu un pic en 2023 à 3,6 millions, et 2024, malgré une petite baisse enclenchée, nous sommes encore à un niveau élevé de 3,3 millions d'euros. Les dépenses d'alimentation augmentent aussi d'année en année. Du fait de l'augmentation du prix des matières premières, c'est l'effet de l'inflation qui a été très fort sur l'année 2022, 2023 et 2024. On a aussi une augmentation du nombre de repas servis, et c'est plutôt un signe positif pour la commune. Ainsi, on passe les frais uniquement d'alimentation et pas le coût total de ce que représente le service de la restauration. La ligne alimentation passe ainsi de 847 000 euros en 2023 à 1 million d'euros en 2024, alors qu'elle n'était que de 460 000 euros en 2020. Là aussi, on voit bien cette forte progression et l'impact que ça peut avoir sur notre budget de fonctionnement. Il est important aussi, donc j'ai évoqué le fait que des repas supplémentaires avaient été servis. Ils sont de l'ordre de 9 634 repas supplémentaires en 2024 et vont encore progresser en 2025, puisque je rappelle que nous avons conventionné avec l'école Charpak. 2024 faisait l'objet d'une période de test et 2025 est la concrétisation, puisque il y a 100 élèves maintenant qui prennent le repas par la restauration de notre commune. La municipalité a fait aussi le choix du maintien de la qualité des produits ainsi que de la quantité dans les assiettes, tout en optimisant les productions biologiques du parc agro. En 2024, nous avons produit 13 936 kilos, correspondant à 15% du produit bio dans les menus, qui ont été produits donc dans le parc agro. L'objectif en 2025 est d'augmenter cette production et d'atteindre les 20 000 kilos. Ensuite, en 2025, du coup, nous avons prévu les crédits de dépenses à caractère général à hauteur de 8 496 259 euros. Donc sensiblement de même niveau que 2024, avec une part des fluides prévue et estimée pour le moment à 2,8 millions d'euros. Donc
il est estimé une baisse d'environ 500 000 €, et je vais faire un petit focus sur l'énergie. Et mon collègue Pascal Nalin apportera aussi des éléments sur la transition énergétique. Donc par ce budget, l'ensemble des actions et des politiques publiques mises en œuvre depuis 2020 en matière éducative, sportive, culturelle et sociale et environnementale, ainsi que l'ensemble des moyens donnés aux services pour le fonctionnement et l'entretien des équipements publics sont reconduits. La commune a maintenu le service public et l'a même élargi depuis 2020. Il est important de souligner ce que nous avons mis en place. L'élargissement du portage du repas avec la mise en place d'une 3e tournée afin que les seniors puissent avoir un horaire convenable de restauration à domicile, le transport à la demande des seniors, la création de la brigade environnement, la création de la réserve communale de sécurité civile, qui va être de nouveau amplifiée avec de nouvelles recrues en 2025, l'ouverture du poste de police municipale à Bivers et prochainement le relais petite enfance qui est actuellement en travaux et le foyer des seniors à Bivers avec la rénovation de la maison dite à Lyon ainsi que la livraison de la maison du Bellage par le département. Soucieuse du cadre de vie des habitants, la commune lance aussi en 2025 l'outil J'aime ma ville afin de permettre aux citoyens de signaler les défauts et dangerosités dans l'espace public pour permettre une intervention rapide des services de la ville. Enfin, l'année 2025 sera marquée par une nouvelle cause. Vous le savez, chaque année, nous faisons le choix d'une cause municipale différente et cette année, il s'agit de Tous Artistes. À cette occasion, plusieurs actions culturelles seront conduites par une grande partie des services de la ville avec des événements labellisés et de nouveaux événements. Cette cause permettra notamment de mettre l'accent sur les arts en tout genre et notamment sur l'artiste peintre le plus célèbre ayant vécu à Gardanne, Paul Cézanne, et M. Mazy vous en exposera des éléments tout à l'heure. Ainsi, la commune se donne les moyens de devenir toujours plus attractive, dynamique et sûre afin de permettre l'amélioration et la qualité de vie des Gardanais. Sur la partie de l'énergie, pour apporter un peu plus d'éléments et de précision sur ce coût de l'énergie qui, comme vous l'avez vu, pèse lourdement sur notre budget. Malgré une baisse prévue en 2025, nous estimons une baisse du coût de l'électricité et du gaz à hauteur environ de 550 000 € par rapport à l'exécution 2024 qui, je le rappelle, était à 3,3 millions d'euros. Donc nous estimons sur 2025 à 2,8 millions d'euros à périmètre constant, c'est-à-dire à la même consommation énergétique. Il s'agit donc d'une évaluation, bien évidemment, qui sera réajustée en fonction de nos usages, en fonction également de la hausse ou la baisse des températures, mais surtout au regard des investissements que nous avons mis en œuvre au sein de la collectivité depuis plusieurs années, notamment en matière d'éclairage public et de notre plan d'action pour une sobriété énergétique. Une réduction de la consommation énergétique en limitant par exemple la température dans les bâtiments, une réduction de notre parc automobile avec aussi l'acquisition de véhicules électriques, des rénovations thermiques des bâtiments et surtout le volet le plus intéressant et celui qui nous apporte le plus d'économie d'énergie, qui est la rénovation de l'éclairage public, à la fois sur la voirie, mais aussi de nos équipements publics de type des gymnases et qui permettent de limiter donc notre consommation énergétique. Ainsi, on a déjà un résultat plutôt positif sur plusieurs années, puisque ce plan d'action et d'investissement a déjà eu de bons résultats. Entre 2021 et 2024, nous constatons une réduction de 220 752 kWh sur l'électricité des bâtiments, une réduction de 420 348 kWh sur l'éclairage public et une réduction de 2 838 794 kWh sur le gaz, lié notamment aussi sur la rénovation de nos chaudières à gaz et le choix, au vu du coût très élevé l'année dernière du gaz, de faire fonctionner une partie de nos chaudières plus au bois. Oui. Donc voilà pour les éléments les plus significatifs en matière de dépenses de personnel, qui est un autre volet très important de notre budget. La politique de ressources humaines doit permettre une allocation optimale des moyens humains à la réalisation des missions de service public. Elle doit ainsi accompagner les services dans la réalisation de leurs missions, mais également s'assurer la soutenabilité de ces moyens. Face à l'enjeu du poids des dépenses du personnel sur le budget de fonctionnement, avec un ratio de 75% depuis plusieurs années, la municipalité s'est fixé l'objectif depuis 2021
de maîtriser ses charges afin de donner plus de souplesse à son budget et par conséquent de dégager une meilleure épargne brute. Les efforts mis en œuvre ont permis de contenir les dépenses de personnel. Pour preuve, la part des dépenses de personnel est donc passée de 75,74% en 2019 à 69,97% en 2024, alors même que les années 2023 et 2024 ont connu des revalorisations indiciaires menées par l'État. Donc en 2024, au terme de l'exécution comptable, nous avons dépensé 25 747 867 € pour les dépenses de personnel, soit une augmentation un peu plus élevée que les 2 précédentes années, où on a avoisiné une augmentation contenue de 0,22% et 0,20% en 2023. Donc nous avons une légère progression supplémentaire en 2024 à 1,68, mais qui reste tout de même maîtrisée au regard du contexte que nous avons subi. En effet, il y a eu tout d'abord plusieurs mesures du gouvernement qui certes sont toujours à la faveur des agents, mais pèsent quand même sur le budget de la commune sans compensation de l'État. En 2024, il y a donc eu l'augmentation du point d'indice qui avait été mis en place seulement au 1er juillet 2023 et qui est comptabilisé du coup en année pleine en 2024. Il y a eu également l'attribution de 5 points d'indice supplémentaires à tous les agents publics, l'augmentation de certaines cotisations et surtout l'organisation des élections européennes et des élections législatives qui n'étaient pas prévues, engendrant des heures supplémentaires et des indemnités forfaitaires versées aux agents dans le cadre de l'organisation de ces élections. Pour rappel aussi, la commune avait fait le choix de verser en juin 2024 une prime pouvoir d'achat aux agents éligibles de la commune, permettant ainsi d'aider les plus bas salaires. Enfin, pour rappel, chaque année, nous le répétons, à périmètre constant, les dépenses de personnel sont vouées à progresser mécaniquement sous l'effet du glissement vieillesse-technicité, qui est l'avancement d'échelons en lien avec l'ancienneté de nos agents. La commune a aussi poursuivi en 2024 sa politique de déprécarisation du personnel. Depuis en 2024, 14 agents supplémentaires ont été stagiairisés, portant ainsi le nombre à 80 agents depuis le début du mandat qui ont été déprécarisés, c'est-à-dire des agents qui étaient contractuels depuis de longue date et qui ont été stagiairisés dans la commune. Ainsi, en 2025, quelles sont les perspectives pour nos dépenses de personnel ? 2025 va encore une fois être impacté par plusieurs éléments. Tout d'abord, l'augmentation du taux de cotisation vieillesse à la CNRACL qui est prévue par la loi de finances et qui a eu un décret d'application qui passe de 31,65% à 34,65%, donc plus 3 points. L'augmentation du taux de cotisation maladie qui passe de 8,88% à 9,88%. Il y a aussi la participation employeur à la prévoyance à hauteur de 7 € par mois et par agent dans le cadre de notre convention collective de prévoyance que nous avons déjà délibérée. Et l'application du nouveau régime indemnitaire de la police municipale qui est applicable depuis le 1er janvier 2025. Donc, en 2025, nous avons prévu à ce stade 25 847 000 €, soit une progression par rapport au BP 2024 à 2025 de 0,10%, et pesant encore à hauteur de 69% de notre budget de fonctionnement. À ce stade, il n'est pas prévu d'élection, donc pas d'enveloppe supplémentaire sur les heures supplémentaires. Le cas échéant, nous nous organiserons et nous vous réajusterons nos prévisions budgétaires. Dans le cadre du rapport, vous avez également des données sur la collectivité, pour lesquelles je pense que nous échangerons un peu plus tard. Je souhaiterais faire aussi également un point sur le temps de travail et l'absentéisme. Il y a actuellement un travail en cours sur l'organisation du temps de travail qui a été initié en 2024 avec le Centre de gestion des Bouches-du-Rhône et qui se poursuit cette année en concertation avec les chefs de service et les représentants du personnel afin d'aboutir à une mise en conformité et une organisation du temps de travail adapté. Une première étape a donc été aussi réalisée en 2024 avec la suppression des fériés locaux illégaux et l'attribution conforme des jours de RTT aux agents. Malheureusement, la commune, mais comme d'autres communes, est fortement impactée par un important absentéisme, en lien aussi avec la pyramide des âges qui est assez vieillissante dans notre collectivité, et aussi en lien aussi avec le rallongement de la durée effective de travail et des départs plus tardifs à la retraite. En 2024, du coup, on constate de manière assez constable le nombre de jours d'absence en termes de maladie et de congés longue maladie, mais une augmentation des accidents de service.
Toutefois, sur ces accidents de service, on constate une diminution du nombre d'accidents de service, mais une augmentation du nombre de jours. Chaque accident fait bien sûr l'objet d'une analyse et d'une fiche suivie, ainsi que de mesures d'action corrective. D'ailleurs, il est important de souligner que la commune s'est dotée d'un service prévention et a également adopté en 2024 un document unique d'évaluation des risques professionnels qui est obligatoire depuis 2001. Il permet le recensement des risques et les solutions à mettre en œuvre. En 2025, il sera prévu une mise à jour avec les actions de prévention en lien avec les nouveaux risques qui seront recensés. Des formations, des newsletters, tout un travail du service prévention est opéré, ainsi que la convention avec la médecine du travail Santé Provence, pour lequel les discussions sont toujours en cours pour le prolongement en 2025. En matière de rémunération, nous avons un focus également sur les heures supplémentaires et les astreintes. Et on voit que malgré l'organisation des élections qui viennent réaugmenter notre chiffre d'heures supplémentaires, nous avons depuis 2021 poursuivi des efforts pour diminuer à la fois les heures de service, les heures supplémentaires et à la fois les astreintes. C'est ainsi que entre 2021 et 2024, on diminue de pratiquement 31% l'enveloppe relative aux heures supplémentaires et de 15,4% sur les astreintes, ce qui nous fait un coût d'enveloppe en 2024 de 240 000 € alors qu'il était en 2021 à 329 000 €. Les autres charges de gestion courante, ce chapitre regroupe essentiellement les subventions versées aux associations et aux CCAS, ainsi que les contingents obligatoires et les indemnités d'élus. Pour 2025, nous avons prévu de verser aux associations et aux CCAS une augmentation des subventions, puisque l'enveloppe du CCAS passe de 847 000 € à 860 000 €. Cette information a été donnée déjà lors du conseil d'administration du CCAS. Auquel nous ajoutons évidemment l'acquisition d'un minibus de transport de personnes par la commune et qui a été mis à disposition au CCAS et qui sera livré en 2025. L'enveloppe des subventions passe quant à elle de 600 000 € à 610 000 € avec une répartition au sein des associations différentes auxquelles s'ajoute une enveloppe de 20 000 € pour maintenir les actions associatives dans les quartiers à fort enjeu dans le cadre de la politique de la ville. Donc nous avons avant un contrat avec l'État qui permettait de bénéficier de subventions de l'État pour intervenir dans les anciens QPV. Je rappelle, nous avons perdu cette dénomination de QPV, mais pour autant, la commune intervient toujours dans ces quartiers-là et donc maintient une enveloppe donc, sur le budget de la ville pour y intervenir. Il y a également, comme toujours chaque année, les crédits prévus pour les cartes éco-asso à hauteur de 22 000 €. En matière de régie des transports, la subvention serait prévue à la baisse en 2025 compte tenu de son résultat en 2024 et la participation à l'école Saint-Joseph est quant à elle stable. Enfin, dernière dépense sur le volet du budget fonctionnement, il s'agit des charges financières. Nous avons donc un encours de dette qui est réparti sur 4 contrats d'emprunt à taux fixe. Ainsi, la commune a de faibles charges financières. Elles sont prévues à hauteur de 92 829 €. En 2025, si la commune mobilise un emprunt, selon la date de mobilisation, il sera voué à évoluer le niveau des charges financières. Et c'est pour cela que de manière prévisionnelle, les prévisions des intérêts de la dette sont prévues à 110 900 €. Voilà pour la partie fonctionnement. Je vais passer maintenant à la partie section d'investissement. Donc là également, on va d'abord aborder les recettes d'investissement. Elles sont composées d'une part du FCTVA, qui pour rappel dans notre commune est calculé sur les dépenses d'investissement, mais N-2. Certaines communes bénéficient d'un dispositif à N-1, nous c'est à N-2, donc nous avons déjà connaissance de notre montant qui s'élève à 537 507 €. Les amendes de police sont reconduites et sont stables chaque année aux environs de 250 000 € et de 280 000 € pour la taxe d'aménagement. Ensuite, en matière de subvention d'investissement, un volet très important en termes de recettes pour la ville, la commune poursuit sa démarche de recherche d'aide financière auprès des partenaires institutionnels pour tous ses travaux et acquisitions.
En 2025, il est d'ores et déjà prévu 2 millions d'euros de subventions sur des demandes qui ont déjà été accordées. On reste à réaliser et nouveaux dossiers, puisque nous sommes actuellement en train de déposer des nouveaux dossiers pour les dépenses 2025. À cela, on intègre également les restes à réaliser en recettes, qui concernent pour cela les dossiers de subvention qui sont déjà notifiés avec des dépenses engagées et qui seront intégrés au budget primitif à hauteur de 5 millions d'euros. Les cessions sont quant à elles prévues à hauteur de 109 000 euros, qui concernent essentiellement des ventes que nous avons déjà délibérées en conseil municipal. Et enfin, comme je vous le disais, nous avons prévu une autorisation de recourir à l'emprunt à hauteur de 1 million d'euros, dont les conditions seront évidemment négociées lors d'une consultation bancaire et seront présentées en conseil municipal lorsque la décision sera nécessaire. En matière de dépenses d'investissement, sur les dépenses d'investissement, il y a le volet le plus important qui est les dépenses d'équipement, c'est-à-dire les équipements et les travaux que nous réalisons pour la commune de Gardanne. Au titre de son plan pluriannuel d'investissement, la ville continue de mettre en œuvre les projets structurants, s'inscrivant pleinement dans le cadre des engagements pris afin de répondre à la problématique des équipements et des réseaux vétustes, vieillissants et inadaptés aux besoins des habitants. L'année 2025 sera l'année de la concrétisation de beaucoup de projets. Ainsi, le budget investissement est prévu à la hausse avec 16,4 millions d'euros de dépenses d'équipement. La commune poursuit sa transition énergétique et écologique en investissant de manière importante dans la rénovation de ses éclairages et de ses réseaux à hauteur de 1,1 million d'euros, afin de réduire sa consommation énergétique. Elle investit également dans la rénovation des bâtiments à hauteur de 2,3 millions d'euros, en faveur de toutes les générations. C'est ainsi qu'on travaille autant sur les seniors, avec un projet d'aménagement de la maison d'Italione à Bivers, qui sera bientôt un futur foyer, et aussi en préparant l'avenir des nouvelles générations, en investissement dans un relais petite enfance, un centre de loisirs et une plateforme jeunesse. La commune apporte une attention particulière à l'amélioration et à la préservation du cadre de vie de ses habitants. D'aménagement paysager. Ce sont des aménagements toujours plus qualitatifs, en cohérence avec notre charte de l'aménagement d'espaces publics, désimperméabilisation des sols, végétalisation et fleurissement, meilleure accessibilité, installation de mobilier urbain, aménagement de pistes cyclables, enfouissement des réseaux. En 2025, la place centrale de Bivers, là où il y a le parking, ainsi qu'en face le parvis de l'église de Bivers seront entièrement rénovés. La municipalité réaffirme sa priorité à la sécurité de tous les habitants et des espaces publics, avec la poursuite du déploiement important du système de vidéoprotection. Ainsi, la commune compte à ce jour 77 caméras en fonction, alors qu'il n'en avait que 44 en 2020, et prévoit 31 caméras supplémentaires en 2025 sur des axes stratégiques et aux abords d'équipements publics. Ensuite, sur précisément les projets structurants, il est important de repréciser que la commune a fait le choix depuis l'année dernière de gérer en APCP, donc autorisation de programme et crédit de paiement, pour 3 de ces projets structurants qui sont la réhabilitation du cinéma, l'aménagement de la plateforme et la construction du centre de loisirs. Ceci permet de ne pas mobiliser des crédits et de prévoir les crédits de paiement chaque année au moment du budget et d'être ensuite réajustés afin de prévoir uniquement les besoins nécessaires compte tenu de l'avancée des travaux. Donc ces autorisations de programme feront l'objet d'une délibération spécifique en même temps que le vote du budget primitif, mais afin de donner une information claire aux élus et à la population, nous apportons la précision suivante. En 2025, sur la réhabilitation du cinéma, il est prévu d'ailleurs sa livraison à l'automne 2025, aux environs d'octobre 2025. Donc il est prévu 2 340 364 € pour la réhabilitation du cinéma en 2025. L'aménagement de la plateforme, qui sera livrée elle aussi à la rentrée 2025, à hauteur de 2 531 656 €. Et la construction du centre de loisirs, pour lequel donc, les entreprises de travaux vont être sélectionnées. Et il est prévu 2 690 000 €. Enfin, donc, dans ce budget primitif, il sera intégré également les restes à réaliser de 2024, qui sont à hauteur de 3 994 816,89 €. Après ces dépenses d'équipement, il y a bien évidemment le remboursement du capital de la dette. Comme pour le fonctionnement, là, évidemment, ce remboursement du capital de la dette
et est en fonction de notre encours de dette. Donc nous rembourserons en 2025 702 500 €. Il comprend une dette69 donc pour 669 000 € ainsi que des crédits prévisionnels dans le cas où nous mobiliserons l'emprunt. Enfin, j'arrive un petit peu au bout de ce rapport, mais il est important aussi quand même de souligner que nous avons 2 budgets annexes. Le budget annexe des transports, qui est une reconduction du budget 2024 en tenant compte du résultat 2024, des charges courantes pour le fonctionnement du service et une réduction toutefois des dépenses de personnel, ce qui permet de diminuer le niveau de budget de fonctionnement. Ensuite, sur le budget annexe des pompes funèbres, sur cette partie-là, nous reconduisons une nouvelle tranche d'aménagement des caveaux sur 2025 à hauteur donc de 70 000 € qui permet la construction de 20 caveaux et de 10 cavurnes. Voilà les éléments essentiels pour le budget annexe des pompes funèbres. En conclusion, dans un environnement national et international particulièrement instable, il est plus qu'impératif de préparer Gardanne aux enjeux du XXIe siècle afin de s'adapter aux données climatiques, préparer l'avenir des jeunes générations, tout en étant attentif à nos seniors. La réalité comptable sera le reflet de la déclinaison raisonnable et financièrement maîtrisée des politiques publiques que la municipalité a fait le choix de porter avec détermination, ambition et esprit de responsabilité. La volonté de l'équipe municipale est de continuer à tout mettre en œuvre pour préserver une situation financière saine et pérenne afin de ne pas augmenter la pression fiscale. Les services adaptent leurs pratiques afin de limiter la hausse des coûts et la commune poursuit ses efforts pour diminuer ses dépenses courantes sans altérer les services proposés à la population. Un véritable travail d'optimisation a été poursuivi au sein de chaque service afin de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Néanmoins, certains postes ne sauraient être réduits car ils garantissent une qualité de service public que la municipalité souhaite maintenir. L'année 2025 sera l'année de poursuite des efforts engagés depuis le début du mandat et de concrétisation de nombreux projets d'investissement pour offrir aux Gardanais et Bivérois des équipements publics rénovés, modernes et adaptés. J'en ai fini sur la présentation de ce rapport et je vais relaisser la parole à Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Junot, pour la qualité de ce travail que vous avez réalisé en collaboration avec Madame Rougon et ses équipes. C'est un travail fastidieux, mais qui a le mérite d'être clair et précis. Avant d'ouvrir le débat, je vais donner la parole à Monsieur Pascal Nalin sur la transition écologique et l'action plan vélo. Monsieur Nalin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, chers membres du conseil municipal, comme chaque année, j'ai le plaisir de vous présenter un aperçu des actions que nous avons mises en œuvre pour protéger notre environnement. Sans prétendre à l'exhaustivité, je vais partager avec vous quelques initiatives qui illustrent notre engagement collectif en faveur d'un avenir plus vert et durable. Alors, concernant les économies d'énergie, donc ça a déjà été abordé dans la présentation de Madame Zunino, nous avons en 2024 continué les investissements pour faire baisser notre consommation énergétique en passant par la rénovation de l'éclairage public et de nos bâtiments, ainsi que la modernisation de nos installations. Pour exemple, la rénovation de l'éclairage de la halle Léo Ferré permet d'abaisser la puissance électrique installée de 30 kW à 7,8 kW, représentant environ 74% d'économie. Sur le gymnase Léo Lagrange, la diminution est de 77%, en passant de 22,5 kW. En éclairage basse consommation également, l'éclairage du gymnase de Fonvenelle ainsi que l'éclairage de la médiathèque. Donc ainsi, la consommation électrique liée à l'éclairage public a diminué en 2024 de 5% par rapport à 2023. La consommation électrique des bâtiments publics a, elle, diminué de 12%. Et la consommation gaz pour l'ensemble de la commune a diminué de 8%. Concernant la protection des espaces verts et de la biodiversité, en 2024, nous avons continué à renaturer la ville avec la plantation de nombreux arbres et arbustes sur tous nos projets. Pour exemple, 6 arbres de haute tige sur la place Samuel Paty, 21 arbres et arbustes sur l'aménagement de Lyoto, 2 sur le cours de la République ainsi que de nombreux arbustes, et 6 sur l'aménagement de la place Cézanne.
Nous avons également avancé sur la désimperméabilisation des sols sur chacun de nos projets de rénovation. C'est depuis 2021 plus de 5200 m² de surface désimperméabilisée. En 2024, nous avons lancé un partenariat avec l'écomusée de la forêt, l'opération Un arbre, un enfant, qui a pour objectif de planter un arbre pour chaque naissance dans la commune depuis 2020. Donc cette opération a rencontré un franc succès et les premières plantations ont eu lieu à l'automne dernier dans le parc de la médiathèque. La balade numérique de jeu de piste sur un parcours en nature permettant de découvrir le milieu qui nous entoure, donc qui depuis le bassin de Fonvenelle jusqu'à Valabre, avec des points d'intérêt à observer le long du parcours, a été lancé cette année et est disponible via l'application Baludique. 3 opérations de nettoyage participative ont été organisées en 2024. La brigade de l'environnement créée en 2023 continuera en 2025 de surveiller, sensibiliser et rappeler les règles environnementales dans les espaces naturels en ville ainsi que dans les parcs et jardins. En 2025, nous organiserons pour la première édition la Semaine verte qui débutera le 26 avril